Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Jean-Pierre Sueur qui a porté les intercommunalités sur les fonds baptismaux. Merci Jean-François, merci à tous et toutes pour ce colloque. Vous savez qu'il devait primitivement se tenir au Sénat. C'était prévu. Et ce n'est pas possible pour les raisons que chacun connaît, mais que ce soit pour moi l'occasion de rappeler que Michel Rocard fut sénateur de 95 à 97. Et peut-être, Jean-François, y aura-t-il là l'occasion de nouvelles études, car j'ai pu remarquer que dans ces 2 années, Michel Rocard s'était puissamment investi dans 2 débats, l'un sur l'université et l'autre sur l'immigration. Merci donc pour ce colloque, et je voulais en préalable revenir sur ce qu'a dit notre ami Jacques Lévy. C'était très intéressant, je le dis tout de suite, mais je réagis un peu par rapport au rapprochement entre Michel Rocard et Emmanuel Macron, qui a été souvent esquissé, et même notre amie Jacqueline Gouraud, esqualité finalement, n'a pas manqué d'en parler d'une certaine façon. Il y a peut-être des points de convergence. Mais il y a un point de divergence qui est essentiel pour moi. Quand on lit le livre de Jean-François et d'Alain Bergogneau, on voit que Michel Rocard a pris sa première carte à un parti socialiste, au mouvement de jeunes de la SFIO, en 1949. Et sa dernière carte au Parti socialiste, il eut toujours une carte d'un parti socialiste, l'année de sa mort. Et bien qu'il ait une conception finalement bienveillante de la politique, il n'aimait pas la haine. Et lorsqu'il parlait avec des adversaires politiques, il avait un certain sens du respect finalement. Et je crois que cela a beaucoup marqué les Français. Il n'aurait pas accepté le confusionnisme entre la gauche et la droite, même s'il était pour jeter des ponts. Il a fait un livre avec Alain Juppé. Mais il n'aurait pas accepté cela parce que je suis pour ma part persuadé que ce confusionnisme est contraire à notre histoire. Et je crois que Michel Rocard s'inscrivait dans une histoire du socialisme, dans l'une des traditions du socialisme, comme il l'a tellement dit. Je veux aussi parler quelque temps, mais très peu, puisque cela a déjà été beaucoup évoqué, des contrats de plan. Il se trouve que demain matin, je vais à la signature du contrat de plan de la région Centre-Val-de-Loire par le Premier ministre, M. Castex, et François Baudot, président de la région. Et c'est vrai que les CPER, les contrats de plan, sont peut-être imparfaits. Mais je remarque quand même cette chose extraordinaire, c'est que 40 ans après, ça fonctionne toujours. Je crois même qu'après l'ardente obligation du plan, proclamée par le général de Gaulle, les seuls plans, la seule planification qui marche en France, c'est la planification contractuelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un document finalement, c'est un tableau. Ce tableau, il est négocié longuement. Il y a des colonnes, et puis il y a l'apport de l'État, l'apport de la région, des autres collectivités. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est que chacun agit sous le regard de l'autre. Si l'État ne respecte pas, n'apporte pas les crédits annoncés, il va se faire critiquer par la région. Et inversement. Et ce système crée une tension qui fait qu'au total, le taux d'application des contrats de plan à travers l'histoire est assez bon. Donc c'est une bonne méthode. Je pense à une question comme l'université. Vous voyez, dans les années, je ne sais pas, 1960, par là, les universitaires pensaient que seuls les universitaires avaient compétence pour définir l'avenir de l'université. Si on avait eu l'idée d'installer une librairie ou une épicerie dans un campus universitaire, on nous aurait dit que c'était impossible.
que le grand capital arrivait. Or, ce n'est pas bien que les universitaires soient seuls détenteurs du choix pour l'avenir de l'université. L'État doit intervenir, parce que sans ça, il n'y a plus de politique nationale universitaire, ni pour la recherche. Mais la collectivité, la région, la métropole, elle ne va pas regarder passer les trains sans rien dire, parce qu'elle a peut-être une idée des formations qu'il faudrait créer pour que cela corresponde aux réalités locales. Par conséquent, c'est un domaine, celui-là, mais on pourra en citer d'autres, où il n'est pas pertinent qu'une seule instance ait tout le pouvoir, et où le pouvoir est nécessairement partagé, et où donc la contractualisation est finalement la seule solution. Bon, je voulais revenir sur quelques sujets, la formation et l'intercommunalité. La formation, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit ce matin sur l'ADELS. Michel Rocard avait le sens de la pédagogie, même si je dois dire qu'au départ, moi j'étais très frappé par sa première campagne électorale. À la télévision, on ne comprenait à peu près rien à ce qu'il disait, parce qu'il parlait trop vite, c'était un peu compliqué, mais on avait ce sentiment que c'était quelqu'un qui était de bonne foi, enfin qui avait l'air sérieux, crédible. Et je ne suis pas sûr qu'il était, en fait, toujours pédagogue. Mais au-delà de ce caractère spécifique, dans je ne sais combien de conférences, il déployait des trésors d'énergie pour faire comprendre l'économie. Et encore, je pense, je l'ai cité dans le petit article que tu m'as demandé de faire, je me souviens du débat sur les nationalisations. Un jour, il s'était mis en colère. Il a dit, mais pourquoi voulez-vous nationaliser à 100%? À quoi ça sert? Faites 51%, ça coûtera moins cher, vous aurez le pouvoir. Et alors, il y avait les camarades, nombreux, qui voulaient nationaliser à 100%, plus nationaliser toutes les filiales. Et il s'avérait qu'un grand groupe assez stratégique avait une filiale qui produisait des cafetières. Et je vois Michel s'écrier, mais enfin, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez ce que ça signifie que l'État produise des cafetières? Et c'est vrai qu'il y a eu du retard à l'allumage, beaucoup, parce que les 23 ans d'opposition ont fait que, finalement, le rocardisme n'est pas arrivé assez tôt, même s'il y eut Mendès. Mais on doit se souvenir que Michel Rocard, à la fois, avait une certaine idée de l'État. Je ne suis pas d'accord avec une phrase qu'a prononcée Jacqueline Gouraud, qui a dit finalement il faut qu'on ait un État accompagnateur. Moi, je ne crois pas que l'État soit un accompagnateur, un gentil camarade. Je pense que dans un pays comme la France, on a besoin d'un État solide, avec des vocations, des compétences régaliennes. Mais l'État ne doit pas être omnipotent. Il ne doit pas tout faire, quitte à tout mal faire. Il doit laisser les compétences aux collectivités et œuvrer avec elles. Je pense que c'est extrêmement important. Et je crois que Michel Rocard n'était pas quelqu'un qui était contre l'État. Il était fier, finalement, d'avoir été inspecteur des finances. Mais il était contre une conception de l'État qui faisait qu'il y avait une sorte de haine du marché. Il a réhabilité le marché, et je me souviens de ces moments où on se faisait insulter pour simplement prononcer ce mot ou pour se référer à Olof Palme. Ces moments, vous vous en souvenez. Alors je reviens sur la formation. Il se trouve que j'ai eu l'honneur d'être nommé pour des raisons très conjoncturelles. C'est que François Mitterrand m'avait dit « Vous ne serez jamais élu maire d'Orléans. C'est impossible, il connaissait bien la ville. Il disait « C'est une ville qui est trop à droite ». Puis il se trouve qu'après quelques efforts et avec beaucoup de camarades, je pense à Michel de la Fournière, à Augustin Cornu, à Rémy Blondel, à Marcel Régui, on a fini par gagner cette ville. Il m'a dit « Vous m'avez bluffé, je vais vous mettre dans le gouvernement ». Moi, j'étais très étonné.
Et on se retrouve un secrétaire d'État, secrétariat d'État aux collectivités locales. Et là, nous formons une équipe avec, en particulier, Jean-François Merle, qui a joué un rôle éminent dans la fabrication de plusieurs lois, dont une loi qui a dû être faite en 91-92, qui était la première loi qui a créé un statut pour les élus locaux, sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Et voyez-vous, il y a eu là des choses intéressantes. On a créé une retraite pour les élus. Alors que tout le monde voulait une retraite par répartition, on a fait une retraite par capitalisation pour les élus, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. On était battus sur le point de la répartition, et on a créé la formation pour les élus locaux. Et je crois qu'on a bien fait de créer ce droit à la formation. Mais voyez-vous, on a été battus dans les questions interministérielles. On a été battus sur un point. Moi, je ne voulais pas que les partis politiques fussent les acteurs de la formation des élus. Et malheureusement, on n'a pas pu échapper à cela, si bien que chaque parti a créé une association, et que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait une totale indépendance de l'organisme de formation par rapport aux partis politiques, pour parler de manière, pour un euphémisme. Et puis, il y a ce paradoxe, voyez-vous, qui est que les partis politiques disent à ceux qui ne sont pas formés, venez chez nous, on va vous former. Mais les citoyens responsables et logiques auront bien raison de répondre, mais enfin, avant de savoir si je vais venir chez vous, ce serait bien que je bénéficie d'éléments de formation. Si bien que moi j'étais partisan, je reste partisan, que la formation des élus soit dispensée par les universités, par les Greta, par ou des associations qui, comme l'ADELS, ne manquaient pas d'orientation, mais n'étaient pas étroitement liées à une activité politique avec les questions d'indépendance qui se poseraient nécessairement. Je voudrais en venir à la question de l'intercommunalité, parce qu'elle me paraît très, très révélatrice. Figurez-vous que pendant le gouvernement de Michel Rocard, il y a eu donc un ministre, Pierre Joxe, qui partageait avec Michel Rocard la même origine protestante, mais je ne suis pas tout à fait sûr que la loi préparée par Pierre Joxe sur notamment l'intercommunalité, qui est venue la loi ATR, Organisation territoriale de la République, je ne suis pas sûr que la loi Joxe, au départ, fût foncièrement rocardienne. Mais il y eut, parce que Pierre Joxe voulait justement décentraliser de manière quelque peu autoritaire. Et il avait mis un peu en colère, et même beaucoup, un certain nombre d'élus locaux qui trouvaient que c'était trop coercitif. Si bien que, y compris sous le gouvernement de Michel Rocard, et grâce à l'immense talent de Guy Carcassonne, cette loi en première lecture à l'Assemblée nationale obtint une voix de majorité. Il est vrai que nos amis de territoire d'outre-mer ont aidé par moments, d'autres encore. Alors, quand nous arrivons, et Jean-François, tu pourras aussi en parler, dans ce nouveau gouvernement, dont la première ministre était d'abord Édith Cresson, puis ce fut Pierre Bérégovoy, on s'est d'abord demandé si on allait continuer. Parce qu'on s'est dit, si avec Rocard on n'a eu que de voix de majorité, il faudrait peut-être suivre le conseil des nombreux amis qui nous disaient de mettre cela dans un tiroir. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons persévéré, et je dois dire qu'après un passage, alors on a changé pas mal cette loi, parce que sans ça, elle ne serait pas passée. Et après un passage au Sénat, où je suis arrivé comme jeune secrétaire d'État dans cette instance, j'ai fait preuve d'une rocardienne modestie, c'est-à-dire que je n'ai pas donné à ces sénateurs le sentiment que je savais tout, ce qu'ils détestent absolument. Donc, nous arrivons devant l'Assemblée nationale. Et
ce qui se passe, et là encore nous devons dire notre amitié pour le cher Guy Carcassonne, nous obtenons 2 voix de majorité. Vous vous rendez compte? Donc, et dans cette loi, nous créons les communautés de communes. Et plusieurs sortes de communautés de communes, certaines à fiscalité propre, d'autres pas encore, des TP de zone pour que ce soit plus attractif, plus utile, plus pragmatique. Et il s'en est fallu donc de 1 voix, puis de 2 voix, pour que l'on puisse créer les communautés de communes, qui aujourd'hui se sont banalisées, puisque en 10 ans, 85% des collectivités, des communes appartenaient à une communauté de communes, et il a fallu attendre 15-20 ans pour boucler le processus, et qu'aujourd'hui, toute commune soit dans une intercommunalité à fiscalité propre. Je dois dire que nous avions créé 2 instances, les communautés de communes et les communautés de villes. Et les communautés de villes se caractérisaient par le fait qu'il y avait la taxe professionnelle unique, ce qui est très important notamment pour l'urbanisme. Le désastre des entrées de ville tient au fait que quand vous avez une route nationale qui arrive dans une grande ville, il faut être un héros lorsqu'on est maire pour résister au monsieur qui vient vous dire je vous apporte tant d'emplois et tant de taxes professionnelles et je vous mets une grande boîte à côté de votre route avec un grand parking. Bon, voilà. Et pour faire de l'aménagement dans les agglomérations, il faut bien entendu rompre avec cette logique-là. Simplement, les communautés de villes que nous avions créées avec taxe professionnelle unique, il ne s'en est constitué que 6. Et encore avec des héros, comme par exemple Michel Crépeau, voilà. Parce que ce n'était pas mûr. Ok, c'était pas mûr. Et il a fallu attendre la loi de 1999, portée par Jean-Pierre Chevènement, pour que l'on crée les nouvelles communautés, les communautés d'agglomération, avec la TPU, qui ont été un succès. Mais je veux tirer une conclusion qui permet de retourner à Michel Rocard. Un certain sens de la patience et de l'inscription des théories, des thèses, de l'idéal dans la réalité du temps. Voyez-vous, pour généraliser les communautés de communes, puis les communautés d'agglomération, il a fallu 15 ans. Pour passer des communautés de villes aux communautés d'agglomération, il a fallu 8 ans. Bon. Et je vais arriver tout de suite à une histoire de rocardien. Figurez-vous qu'un jour, j'étais au Sénat, et puis arrive notre ami Manuel Valls. Puis il dit, chers amis, il ne dit pas chers amis, mesdames, messieurs, les sénateurs, en 2023, il n'y aura plus de département dans ce pays. Parce que nous allons donner des pouvoirs accrus aux régions et que nous allons développer l'intercommunalité. Donc il n'y aura plus besoin de département. Et je me dis, mon vieux, je lui dis d'ailleurs, tu ne te rends pas compte que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que le département est tellement ancré dans la réalité des territoires qu'on ne va pas y arriver si tu ne vas pas y arriver comme ça. Et pourtant, il y avait derrière ça une belle idée. Parce que c'est un sujet aussi dont a parlé Jacqueline Gouraud. J'ai vu qu'elle a ajouté un nouveau D à sa loi qui verra peut-être le jour un jour, je ne sais pas. Elle avait mis, le 4e D, c'était décomplexifier. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les idées de la décentralisation, de la contractualisation, etc., toutes ces belles idées, les gens ne s'y retrouvent toujours pas. Je ne parle pas de Paris, la ville, les départements, le Grand Paris, la région, etc. etc. Bon. Mais voyez les citoyens par rapport à la commune, l'intercommunalité,
Le département, la région, les PETR. Vous savez qu'avant, il y avait des pays. On a dit que ça s'appelait des PETR, de façon à ce que plus personne ne comprenne ce que ça veut dire ni à quoi ça sert. Donc c'est très complexe. Et je me disais, il y aurait une belle idée finalement, très rocardienne. La France du XIXe siècle, elle était articulée sur des départements et des communes. Tout le monde comprenait. Peut-être que la France du XXIe siècle, elle va être articulée sur des régions fortes et sur des communautés fortes. Et qu'ainsi, on pourrait, vous voyez, avoir un bon dialogue entre une région et une vingtaine de communautés fortes, qu'elles soient rurales ou urbaines, qui travailleraient ensemble. Eh bien, on a raté cela pour deux raisons. La première, parce qu'on a voulu aller trop vite. On peut peut-être répartir les compétences des départements entre des régions et des intercommunalités. Mais je suis persuadé qu'il faut du temps. On ne peut pas faire ça comme ça, en l'annonçant brutalement. Ça ne s'est pas fait. Et il y a une seconde erreur. J'ai eu l'occasion d'en parler en privé avec François Hollande. Bon, mais il y tenait beaucoup. Mais je pense que l'on s'est trompé, je me permets de le dire, ou qu'on n'a pas eu tout à fait raison. C'est l'idée des grandes régions. Certaines régions, dont celle où j'habite, sont restées avec le même périmètre. En plus, je me suis donné le luxe de profiter de la loi pour changer le nom. Elles s'appelaient région centre. Naturellement, la dame de la météo disait à la télé la centre de la France en présentant Clermont-Ferrand ou Limoges, mais pas Orléans ou Tours. Bon. Mais l'idée de donc certaines régions, puis alors il se trouve que Jean-Yves Le Drian a réussi à soutenir le maintien de la Bretagne avec ses 4 départements, etc., puis donc les Pays de Loire, donc ceci. Mais en dehors de cela, il y a eu les grandes régions. Or, je pense que si on avait voulu aller vers une construction où il y avait des régions fortes et des communautés fortes, nouvelle conception assez simple, eh bien, il ne fallait pas faire les grandes régions. Parce que quand vous faites une région qui va du Cantal à la Haute-Savoie, vous voyez, quelle solidarité il y a entre le Cantal et la Haute-Savoie. Entre la Creuse et Andaille, quoi, le Pays Basque, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que M. Bussereau, président de l'Association des départements de France, se réjouit. Parce qu'il dit ces gens, ils vont flotter dans ce système où on est obligé de faire des sous-régions parce que c'est trop compliqué à tous les niveaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se raccroche au département. Et donc, et d'ailleurs, certains l'ont compris, nos amis alsaciens, qui ont dit d'Eurochef, alors qu'au début c'était très difficile à faire, en 2 coups de cuillère à peau, on a fait un seul département avec le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Pourquoi? Non pas parce qu'on aime un grand département, mais parce que derrière ça, il y a l'idée de reconstituer une région Alsace, parce qu'on n'accepte pas le Grand Est. Remarquez bien qu'en Espagne, en Allemagne et en Italie, il y a des régions grandes et des régions petites, et que ça fonctionne. Donc, je dis que Michel Rocard a été un acteur essentiel de beaucoup de choses. D'abord, une nouvelle idée du socialisme. Un pays sans marché, c'est un pays sans liberté. Ça ne veut pas dire qu'il suffit qu'il y ait un marché pour qu'il y ait une liberté. Il y a des dictatures où il y a des marchés. Mais cette nouvelle conception, où on vous dit à la fois l'État est nécessaire, il ne doit pas être omnipotent. Le marché est indispensable, mais il est foncièrement myope. Et s'il n'y a pas un État qui, par exemple, veille aux solidarités, eh bien la décentralisation, ça peut devenir 34 000 égoïsmes communaux, 100 égoïsmes ou 101 égoïsmes départementaux et 22 ou 12 égoïsmes régionaux. Ce n'est pas notre conception. C'est pourquoi on est à nouveau dans la dialectique. Et la force de Michel Rocard, finalement, par rapport à des conceptions simplistes, ça a été de revenir à une pensée dialectique, qui était d'ailleurs celle de Jaurès. Question d'articulation, par le contrat, par la conception
du rapport entre l'État et les collectivités, du rapport entre l'État et le marché, le plan et le marché, etc. Donc je crois que c'était très important. Mon cher Jean-François, je t'en remercie. Je remercie de tout cœur la Caisse des dépôts, la Fondation Jean Jaurès, bien sûr. Je crois qu'on peut remercier l'association michelrocard.org pour avoir organisé cette journée et avoir tenu bon, parce qu'il y a tellement de choses qui sont annulées. Tu te rends compte, en ce moment, moi j'ai fini par faire un livre pendant le confinement, parce que le samedi, le dimanche, d'habitude le vendredi soir ça commence, samedi, dimanche, un peu le lundi, on va aux inaugurations, manifestations, réunions, ça manque. Hein, ça manque, parce qu'il faut avoir les pieds sur terre, et ce qui a été dit ce matin sur Michel Rocard à Conflans-Sainte-Honorine, c'était très intéressant. Parce que ce n'était pas de la démagogie. Je me souviens qu'un jour, je vais arrêter, j'étais à côté de lui à l'Assemblée, et il me parlait de campagne électorale. Il me disait, j'aime pas ça, parce qu'il faut serrer la main de gens qu'on ne connaît pas, sonner à la porte de gens. Il y a quelque chose d'artificiel. Il n'aimait pas ça. Il aimait les êtres humains, mais il n'était pas, et j'ai aimé ce qui a été dit sur Conflans, il était très attaché à ce qui était nouveau, à ce qui vivait, à ce qui se faisait dans les quartiers, mais en même temps, il n'aimait pas la démagogie du terrain pour le terrain, etc. Et donc, pour beaucoup de raisons, des raisons dialectiques, des raisons éthiques, des raisons qui tiennent à la façon de concevoir la politique, nous devons beaucoup à Michel Rocard, et merci par vos contributions très diverses d'avoir fait en sorte que cette journée ne soit pas une commémoration, mais soit une façon de parler d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup de cette conclusion, de la conclusion. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette journée. D'ici pour ceux qui voudraient voir ou revoir un certain nombre des séances de ce colloque, s'ils n'ont pas pu les visionner en direct, elles seront mises en ligne d'ici quelques jours sur le site des 3 organisateurs de cette manifestation. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines aventures que nous essaierons de mener à bien indépendamment des aléas sanitaires. Bonne fin de journée. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.